Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Et je vous présente tout de suite mes invités pour le débat de ce Smart Impact. Nadim Bellalahom, bonjour. Vous êtes designer numérique, co-porte-parole de Diversity Days. J'accueille également Tayssir Grab, bonjour, chargé de campagne au mouvement et porte-parole d'Alternativa. Je commence avec vous. C'est quoi le mouvement? C'est une ONG, c'est ça? Effectivement, le mouvement, c'est une ONG de mobilisation citoyenne, principalement sur des leviers digitaux. Donc, on donne en fait le pouvoir d'agir aux citoyens et aux citoyennes sur diverses thématiques qui vont de la démocratie à l'écologie, au féminisme, à l'antiracisme. Et notre objectif, c'est vraiment de pouvoir donner des moyens d'action aux gens pour qu'ils se remobilisent et essayent d'agir sur des sujets assez concrets. Ouais. Et Alternativa, c'est un mouvement citoyen, ça se rejoint d'une certaine façon? Ça se rejoint un peu, c'est plus concentré sur la lutte pour le climat. Donc, ça fait 4 ans que je milite maintenant à Alternativa et dont je suis porte-parole. Effectivement, c'est de la mobilisation citoyenne massive sur des enjeux écologiques. On organise beaucoup de marches pour le climat, d'actions de désobéissance civile et aussi des projets de lutte locale. Enfin, on est en soutien aux luttes locales et on organise aussi des projets dans les quartiers populaires. Nadim Bellalahom, votre métier, c'est designer numérique. Mais vous vous présentez comme un designer engagé. Pourquoi ? Alors le design, c'est intéressant. Il y a beaucoup de nouveaux métiers qui ont émergé. Et le design, on a l'habitude de le voir comme la construction d'un objet. Aujourd'hui, ça s'est décliné sur tout le pendant numérique et sur les services. Mon métier, en fait, le nom exact, c'est designer d'expérience utilisateur. L'objectif, c'est de créer des plateformes qui proposent des services et de les rendre simples, faciles d'utilisation et surtout utiles pour les personnes qui les utilisent. Et un exemple très concret, j'ai travaillé au ministère de la Transition écologique et le projet qu'on m'avait confié, qui était assez entrepreneurial, puisqu'on était une équipe de 3 personnes, c'était de simplifier l'accès au financement public pour toutes les petites et les moyennes entreprises qui souhaitent faire leur transition écologique. Et notre création, donc le design qu'on a lancé, a consisté à faire une recherche utilisateur et à la fin, on a abouti à un moteur de recherche et à des fiches de sensibilisation. Donc, en fait, aujourd'hui, le design, c'est un outil qui est assez transverse et qui permet d'avoir de l'impact, de proposer des services et des solutions qui soient utiles et cohérentes avec les besoins des utilisateurs. Alors, vous êtes également co-porte-parole de Diversity Days. C'est quoi Diversity Days? Alors, Diversity Days, c'est une association d'inclusion numérique qui a maintenant 4 ans. L'objectif de l'association, c'est de lutter contre un certain nombre d'inégalités ou d'obstacles. Donc, on a différents programmes. Un programme entrepreneurial. L'objectif, c'est de faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs, notamment des entrepreneurs à impact dans le numérique et des entrepreneurs un peu différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Donc on va aller chercher des entrepreneurs dans des zones rurales, dans des quartiers populaires de la ville. On va aller chercher des entrepreneurs qui sont plus âgés, qui ont des profils différents. Et l'objectif, c'est de montrer que l'entrepreneuriat peut avoir un visage différent de celui qu'on voit notamment dans la tech, qui est souvent très normé, des personnes qui viennent de grandes écoles, qui viennent des grandes villes, qui ont un peu les mêmes parcours, les mêmes bagages, les mêmes visages. Donc on essaye de faire émerger cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Tayssir Grab, est-ce que votre idée commune, c'est d'aller chercher des publics, des personnalités, des populations qui se sentent parfois exclues des débats, notamment sur la transition écologique? Oui, tout à fait. En fait, moi, je pars du constat que les questions écologiques, comme elles sont abordées aujourd'hui par nos dirigeants, c'est des questions en fait qui sont totalement déconnectées des réalités du quotidien des gens. Et en fait, quand on prend la définition même de l'écologie, qui est oikos et logos, c'est vraiment l'étude de notre habitat, de notre environnement et comment en fait on fait pour vivre mieux. Et dans les quartiers populaires, la question écologique, c'est une question à la fois de survie, mais aussi d'amélioration de son quotidien. C'est comment je me déplace, comment je me chauffe, qu'est-ce que je mange, quel air je respire. Et en fait, effectivement, notre volonté, c'est de ramener l'écologie à ces questions-là qui permettent en fait de coupler des enjeux sociaux et des enjeux écologiques. Enfin, l'exemple le plus évident, c'est par exemple les passoires thermiques qui concernent 12 millions de Français aujourd'hui. C'est une vraie réalité sociale. Et c'est un enjeu social parce que, par exemple, à Aubervilliers, les charges annuelles sur le chauffage, c'est 4 000 € presque. Et c'est aussi en fait un enjeu écologique parce que c'est un des plus gros secteurs d'émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui en France. Donc notre idée, c'est vraiment
de se dire comment notre écologie est inclusive, comment elle fait pour écarter personne autour de la table, comment on fait en fait pour ramener à l'écologie à ce que c'est vrai. C'est vrai aussi, vous l'avez évoqué, c'est vrai aussi des zones rurales. Quand on parle, on fait ici souvent des grands discours sur la fin de l'autosolisme, le fait de ne pas être tout seul dans sa voiture, de passer à la voiture électrique, et si, à les transports en commun, sauf qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a des Français qui ne peuvent pas se passer de voiture aujourd'hui. Donc c'est aussi à eux qu'il faut donner la parole d'une certaine façon. Alors il faut leur donner la parole, et surtout aujourd'hui, je pense qu'il y a un des problèmes qui est peut-être le problème central sur la question écologique, c'est que on a une écologie qui s'est développée dans des grands discours, au départ scientifiques, puis politiques, ce qui a permis à tout le monde d'en entendre parler, et ce qui est une très bonne chose, mais qui s'est concentré sur un certain type de narratif. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de développer ce narratif et de passer d'une écologie un peu des grands discours à une écologie du quotidien. Et la question ce que vous pointez est très intéressant, et pour moi, c'est aussi le cœur du problème, c'est quand le narratif se développe autour de il faut arrêter d'utiliser votre voiture, mais que les personnes vivent dans des quartiers populaires où ils n'ont pas le choix. On est issu, et moi, je l'ai vu au quotidien, le sujet de devoir attendre un bus une demi-heure pour aller sur son lieu de travail ou son lieu d'habitation. En fait, c'est pas viable. Donc, évidemment, dans ces quartiers, dans les zones rurales, la première chose que font les adolescents et les jeunes adultes, quand ils en ont l'opportunité, c'est de passer le permis et d'avoir une voiture, parce que la mobilité, c'est aussi la capacité à aller travailler, la à liberté. étudier, c'est la liberté. Donc, les discours de type il faut arrêter d'utiliser votre voiture ne fonctionnent pas. Il faut plutôt se concentrer sur quelles sont les solutions qui sont effectives et qui peuvent fonctionner dans votre quotidien. Et alors, je reste avec vous. En quoi l'outil numérique peut être un accélérateur d'inclusion et de transition en même temps? Alors, l'outil numérique, aujourd'hui, déjà, il est protéiforme. Ultra vaste. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Dans les derniers exemples que j'ai vus qui étaient intéressants sur cette question du narratif, comme il faut changer ce narratif, il faut redonner la parole à des personnes de quartiers populaires. Il y a une web-série sur YouTube qui est assez intéressante, qui s'appelle C'est chaud, qui a été faite avec des jeunes dans un quartier populaire à Montreuil, dans la cité des Boissières. Et le but de cette web-série, c'est un projet éducatif à la base. Le but, c'est d'aller voir des jeunes de quartier dans une cité et de les faire travailler sur le sujet écologique et de voir ce qu'ils en pensent. Et derrière, ça aboutit à la création de cette web-série qui a un côté assez décalé pour aborder la question et qui permet justement de montrer quelle est l'appropriation du sujet écologique par les habitants de quartier, et qu'en fait, dans les quartiers, les gens ont des préoccupations écologiques comme dans n'importe quel autre endroit, sauf peut-être que les choses sont exprimées différemment. C'est pas les mêmes mots qui sont utilisés, c'est pas la même écologie du quotidien, justement, comme je le disais juste avant. Ouais, c'est drôle, la première émission sur la transition écologique que j'ai faite, c'est il y a 15 ans, ça s'appelait Ça chauffe. Vous voyez, ça se rejoint. On avait été très imaginatif sur le titre. Est-ce qu'il y a une question de pédagogie, Taïsir Grab? C'est-à-dire que, on en parle aussi souvent ici sur le fait de partager finalement les mêmes informations pour prendre conscience de l'urgence. Est-ce qu'il y a aussi cette pédagogie à faire, notamment à destination des quartiers populaires ou des banlieues? Je ne pense pas qu'il y ait une question de pédagogie, parce que je pense qu'on est très bien au courant en fait, de l'urgence climatique dans les quartiers. Comme je disais, en fait, l'écologie, c'est une question de survie dans les quartiers, donc on est au courant en fait, de ces questions-là. Donc c'est pas ça la priorité? Pour moi, la priorité, c'est pas de la pédagogie, c'est vraiment de visibiliser déjà les luttes qui existent déjà, tous les habitants en fait, des quartiers qui se mobilisent aujourd'hui. Il y a tellement d'initiatives qui se passent dans les quartiers, d'initiatives il y a des actions qui sont menées, je pense notamment à des femmes dans les quartiers populaires, à Villeurbanne, en périphérie de Lyon, qui s'est mobilisée avec une énorme banderole vers leur bailleur social en disant l'écologie avec nous aussi, parce qu'il y avait toute cette question justement encore une fois de passeport thermique et ils ne comprenaient pas pourquoi il n'y avait rien qui était fait. Et en fait, je pense que dans les quartiers, on est au courant que pour aborder la question écologique, il faut aborder les problèmes structurels qu'il y a dans les quartiers et qui sont hyper ancrés, c'est-à-dire que on peut pas être écolo dans les quartiers si, comme tu as dit, on n'a pas de piste cyclable, si on n'a pas de magasin bio, par exemple, si on peut pas, on respire. Mais vous avez le sentiment que c'est, pardon de vous interrompre, mais vous avez le sentiment que c'est l'apanage des plus riches aujourd'hui, l'écologie? Je pense qu'il y a une volonté de faire en sorte que l'écologie soit l'apanage des plus riches, parce qu'on ne veut pas aborder ces questions-là, justement. Il y a il y a des inégalités aujourd'hui à la fois environnementales et sociales
qu'on pourrait résoudre via l'écologie, via des mesures hyper ambitieuses, mais qui demandent en fait un chantier immense de plusieurs dizaines d'années. Mais on ne veut pas aborder ces questions-là, donc on reste dans une écologie un peu de confort, où on le fait pour déjà des personnes qui sont déjà privilégiées, donc des petites mesurettes en fait, sans toucher au confort des personnes les plus privilégiées. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Enfin, je veux dire, il y a cette étude qui est très poignante de Emmanuel Vigneron, qui est un géographe, qui a fait cette étude sur la ligne du RER B. Donc qui va des quartiers plus riches jusqu'à Saint-Denis, et qui montre en fait que du jardin du Luxembourg à la plaine Saint-Denis, on a 15 minutes de trajet et on perd 6 ans d'espérance de vie. C'est énorme. Et tout ça, en fait, dans les quartiers populaires, on est dans des doubles peines. En fait, on a cette peine de pollution de l'air, de passoires thermiques, de discrimination, de racisme, et en fait, et de manque d'accès aux soins aussi énormément. Ce qui fait qu'en fait, on a une double peine constante, et encore une fois, c'est pour ça que c'est vraiment une question de survie et qu'on en a conscience. Ça va être, alors c'était l'un des enjeux de l'élection présidentielle. On peut regretter peut-être que la thématique de la transition écologique ait été sous-traitée, en tout cas peut-être pas suffisamment traitée, même si elle a pris sa place notamment dans le débat d'entre deux tours. Nadine Bellalahom, il y a le président réélu donc, qui a parlé de planification écologique. Il a repris un terme qui était un terme de la campagne d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pensez qu'il y a là ça peut être la priorité de ce second quinquennat? En tout cas, vous en avez l'espoir. Pour l'instant, en fait, le terme planification écologique, effectivement, tel qu'il est repris par Emmanuel Macron, il a été repris directement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Comme on ne sait pas exactement de la manière dont il va le décliner, c'est difficile de savoir ce qu'il entend derrière. En tout cas, sur ce qui s'est passé pendant ce quinquennat, je pense qu'il y a énormément de choses qui ont été des actes manqués. En fait, un des premiers actes manqués, notamment, c'était la Convention citoyenne pour le climat. C'était l'opportunité, et c'est exactement un point qui est transverse avec la question des quartiers populaires sur la question écologique et la question politique, c'est l'enjeu de redonner de la place aux citoyens, de redonner, de reposer des questions aux citoyens, d'aller les voir, de leur permettre de finalement s'impliquer dans la vie publique, ce qui était l'objectif de la Convention citoyenne pour le climat, avec ce système de tirage au sort de plus de 100 citoyens qui finalement n'a pas abouti à des résultats, puisque la majorité des mesures, quand on regarde dans le détail, ce qui s'est passé, c'est que la majorité des mesures ont été réécrites, les paramètres ont été changés, et finalement, tout le travail qui a été réalisé par ces citoyens tirés au sort a perdu de sa substance. Donc, pour la première fois, en tout cas de manière aussi massive et sur un enjeu qui était sur un enjeu de transition écologique au sein d'une mesure gouvernementale, on donne la parole aux citoyens pour finalement derrière avoir cette forme de trahison. Et dans une des associations dans laquelle je suis, qui s'appelle la Rencontre des Justices, on a fait un travail de terrain avec notamment un ensemble de militants sur les questions écologiques, antiracistes, discrimination, et on a rencontré à plusieurs reprises ces citoyens tirés au sort. Et aujourd'hui, ils considèrent, les mots qu'ils utilisent, c'est ce sujet de trahison. On leur a donné la parole pour finalement ne rien réaliser derrière. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'est l'heure de Smart Ideas. Ça vous dit un jus de légumes ?